Voilà, donc l'enregistrement démarre. Alors, par rapport aux questions, distinguer altostratus et altocumulus, je dirais que déjà, il ne faut pas s'inquiéter parce que ce pas des nuages qui sont très importants pour nous. Les nuages vraiment importants pour nous, je vais peut-être remettre le cours, ça sera peut-être plus visible. Attendez, je vais remettre le... Parce qu'il me semble qu'il y a une... sur les nuages. Voilà, alors je vais partager mon écran. Voilà, normalement, vous voyez mon écran, là, c'est bon? Oui. Voilà. Alors, donc, il me semble qu'il y a un résumé hein, quelque part. Il est où? Il est à la fin. Il est là. Voilà. Donc, les nuages les plus importants pour nous, déjà, ce qui va nous arriver, ce qui va nous concerner, nous, directement sur le plan d'eau, c'est les nuages en basse couche. Donc, c'est toute la famille, stratus, nimbostratus, stratocumulus, cumulus, et puis surtout toute la famille des cumuliformes, du petit cumulus au gros cumulonimbus. Donc, c'est ça qui va avoir une influence directement sur notre plan d'eau. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est du plus stable, hein, du stratiforme, au plus instable, le plus haut des cumulus. Donc ça, c'est pour évaluer l'instabilité de l'air et donc si le vent est plus ou moins régulier. Ça, c'est vraiment le plus important pour nous, c'est d'évaluer l'irrégularité du vent en fonction des nuages. Après, les nuages en moyenne altitude et en haute altitude, ceux qui nous intéressent, c'est ceux qui sont annonciateurs de dépression. Et notamment ce que vous allez voir cette semaine sur les perturbations, à savoir la famille cirrostratus, altostratus, nimbostratus. Donc, on a cette succession-là, même en commençant par Cirrus, cirrostratus, altostratus, nimbostratus. Donc là, on sait qu'il y a un front chaud qui arrive. Donc ça, c'est vraiment l'autre famille de nuages qui est intéressante en commençant du haut vers le bas. Après, honnêtement, entre distinguer un altostratus et un stratocumulus, c'est une histoire d'altitude. Ouais. Donc, honnêtement, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Alors, je sais pas si c'est vous qui avez mis une photo sur Facebook là où je trouvais qu'on était Non, un non, peu c'est en pas moi, haut. mais j'étais en Normandie ce week-end, j'en ai pris une et je savais pas, je savais pas la définir si c'était un alto cumulus ou un strato. J'arrivais pas à définir quoi, parce que c'est vrai que là sur la photo, enfin, ils sont plus distingués, mais dans l'exercice que vous aviez avant, c'était pas si évident que ça. Ouais, ouais, ouais. Et il y a une photo sur Facebook, honnêtement, j'ai pas su dire non plus. Faut que ça charge. Voilà. Voilà. Là, honnêtement, on est un peu entre les deux. Surtout sur les photos, hein, ça aplatit, donc c'est difficile de voir l'altitude. Il y a quand même, je me demande si c'est pas dans le cours, il y a un élément, c'est, vous savez, quand on met son doigt en avant, là, je ne sais pas si... ah non, là, Ah pas oui, mis. s'il y a ouais, ça fait deux doigts, trois Voilà, doigts ou voilà s'il y a 2 ou 3 doigts, alors je ne ouais. sais plus très bien, hein, mais ça peut être un élément pour les distinguer. Mais on ne fait pas d'avion, nous, franchement, c'est pas des Hmm. nuages. L'altocumulus, ça ne veut pas dire grand-chose, cirrocumulus non plus. Ce pas des nuages très importants pour nous. Le stratocumulus, on en a beaucoup, hein, c'est très fréquent. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut regarder, c'est dans quel sens. Est-ce qu'il va plutôt se stratifier? Et donc là, c'est probablement qu'il y a une masse d'air chaud qui arrive. Ou au contraire, est-ce qu'il cumulifie? Et là, attention, on peut avoir de l'air de plus en plus irrégulier. C'est plutôt ça les questions à se poser, quoi. Hmm. Dans quel sens le nuage se développe? Est-ce qu'il va plutôt se développer horizontalement ou verticalement? D'accord. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, alors. Alors, la question, hein, c'était distinguer altocumulus et stratocumulus. Ce que je disais qu'à notre niveau, ça n'a pas une importance très importante. Hein. Les altocumulus, ça n'a pas tellement de signification pour nous, hein, navigants sur l'eau. Par contre, quand on a des stratocumulus, en soi, c'est des nuages, hein, comme on l'indique, hein, qui sont mi-stratiformes, mi-cumuliformes.
Donc, ce n'est pas des nuages très significatifs, on va dire, pour nous. Par contre, ce qu'il faut surveiller, est-ce qu'il s'étale plutôt horizontalement, c'est-à-dire qu'il se stratifie? Et là, c'est probablement qu'on a un apport d'air chaud, ou au contraire, est-ce qu'il se développe verticalement? Là, c'est-à-dire qu'on va vers une masse d'air de plus en plus instable. Et donc, bien sûr, plus on va vers les gros cumulus, voire les cumulonimbus, c'est dans ces nuages-là qu'on a des rafales, de la grêle, des grains. C'est là où ça peut être potentiellement dangereux. Ça va? Ouais. Oui. Alors, il y avait une question sur le sens de rotation. Alors, ça va être le cours sur la pression, il me semble. Donc là, c'est une histoire de Coriolis. Oui, ça j'ai bien compris, mais on parle de pôle sud et de pôle nord, mais ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que euh, les anticyclones et les dépressions, il n'y en a pas qu'au nord, enfin il n'y a pas les anticyclones au nord ou qu'au sud, quoi. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, en fait. C'est pourquoi par défi, enfin après c'était une question, ça n'a pas vraiment son importance non plus, mais c'était juste pour mieux comprendre. Pourquoi, euh, pourquoi il y a des anticyclones et des dépressions, c'est ça? Non, 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 non. Pourquoi l'anticyclone par définition tourne vers la droite? Oui. Alors que les anticyclones, on en a aussi bien au pôle nord qu'on en a au pôle sud. Oui, alors il tourne dans l'autre sens, hein, dans l'hémisphère sud. Ah, d'accord. Ah bah d'accord, alors du coup j'ai pas compris. Ok, d'accord. Oui, oui. On va regarder peut-être rapidement. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le vent, il sort des anticyclones, d'accord? Parce que c'est de l'air qui descend, Hmm. des anticyclones, et il va remplir la dépression, il y a de l'air qui monte. D'accord? Ça j'ai bien compris, oui, oui, tout à fait. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai dans le pôle nord enfin, hémisphère nord et hémisphère sud. Sauf que dans l'hémisphère nord, tous les mouvements du fait de Coriolis sont déviés vers la droite, les mouvements marins, tous les mouvements atmosphériques sont déviés vers la droite, donc ça c'est la force de Coriolis. Et dans l'hémisphère sud, ils sont déviés vers la gauche. Ce qui fait que dans l'hémisphère nord, le vent il tourne dans le sens d'aiguille d'une montre dans un anticyclone, et dans l'hémisphère sud, il tourne dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. D'accord, ok. J'ai pas Si compris. D'accord. Vous m'entendez ou pas là? Oui, très bien. Oui. Alors effectivement, alors quand vous dites effectivement on tourne, parce que je me suis beaucoup posé la question, quand les choses sont sous l'effet Coriolis, les éléments sont déviés vers la droite. Alors j'avais du mal à comprendre. Et en fait, alors je ne sais pas si ça peut aider certains. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé sur un site, ils expliquaient que quand on regarde du pôle Nord vers l'équateur, quand on lance un objet, il ira vers la droite, c'est-à-dire qu'il ira vers l'ouest. Et quand on regarde de l'équateur vers le pôle Nord, quand on lance un objet, il ira vers la droite, c'est-à-dire qu'il ira vers l'est. C'est-à-dire que les masses d'air chaudes, elles iront, quand elles quittent l'équateur pour aller vers le nord, elles vont vers la droite. Et les masses polaires, quand elles descendent vers l'équateur, elles vont vers la droite. C'est-à-dire qu'elles vont. En fait, c'est comme ça que j'ai compris. Alors, je ne sais pas si c'est si j'ai juste, mais c'est vrai que j'avais un peu du mal avec cette histoire de sous l'effet Coriolis, tout va vers la droite. C'est vrai que- Oui, oui, c'est pas facile de se représenter. En fait, c'est une histoire de sinus. Faut Ouais, imaginer que la Terre est ronde et c'est la différence d'angle qui fait que. Alors, j'ai ouais. pas trop envie qu'on rentre dans l'explication de Coriolis D'accord. parce qu'on dévie un peu de la météo. Oui. Mais voilà, globalement, c'est ça. Il y a pas mal de tutos sur Internet, donc effectivement, n'hésitez pas. C'est Guibert, là, ça qui vient de parler. Hein. Oui, oui, N'hésite pas dans les forums à trouver des super tutos oui. à les mettre. Voilà. D'accord, d'accord. Ok, d'accord, d'accord, très bien. Mhm. Et là, on peut regarder tout simplement, là on a un gros anticyclone au milieu de l'Atlantique. Vous voyez, dans l'hémisphère nord, où il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas si avec le partage d'écran, vous voyez bien les flèches, mais Non, on voit euh, pas les flèches. vous ne voyez pas les flèches. Bon, je vous fais le dessin, ça tourne comme ça, d'accord? Mhm. Et si on regarde ici dans l'hémisphère sud, on a l'anticyclone qui tourne dans l'autre sens. Voilà. L'anticyclone ici qui tourne pareil dans l'autre sens. D'accord? Ok. Ça va? Oui, oui, Ouais. bah, je comprends mieux, mais j'avais pas compris ça, donc du coup, j'ai bien fait de préciser parce que j'avais pas Ah compris comme ça. oui, Ouais. oui, parce que si vous allez voyager dans l'hémisphère sud, il faut bien se dire que tout ce qu'on apprend là, c'est pas facile. Hein. C'est l'inverse. Voilà, il faut tourner la tête. Ouais. Ouais. Mhm. Non, c'est pas simple, effectivement. Euh, alors, après, il y a plusieurs questions. Euh,
le plus simple, peut-être, je me dis, on va partir de la situation du jour. Je vous propose ça. Et je pense qu'on va répondre aux différentes questions là, que vous avez posées. Puis si jamais on n'y répond pas, n'hésitez pas, on reviendra dessus. Donc, aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez été voir la carte isobarique, c'est celle-là. Donc, on regarde toujours la cartouche, hein, donc lundi à 18h TU, c'est-à-dire 14h locale. En général, on regarde d'abord les grands centres d'action, donc anticyclone ici, donc qui tourne dans ce sens-là, et dépression ici. Donc, globalement, on a un gros anticyclone sur l'Atlantique, une belle dépression ici sur tout le nord. Ensuite, l'idée, c'est de voir quels sont les flux qu'il y a chez nous. Alors, je vais parler, on est très chauvin, on va parler sur la Bretagne. Donc ici, on a un flux qui était d'ouest ce matin, qui est passé nord-ouest cet après-midi, du fait justement de ce front-là. Et donc là, on a un vent qui a tourné à droite. On dit tourner à droite, c'est-à-dire que quand je suis face au vent, progressivement, le vent vient plus de ma droite. Et c'est là l'expression un vent qui tourne à droite. Je me mets, alors, par exemple, le vent est ouest. Si je me mets face au vent, je suis face à l'ouest. Progressivement, il vient nord-ouest, c'est-à-dire qu'il vient plus de ma droite. Voilà, je ne sais pas si c'est peut-être plus clair comme ça. Donc là, c'est assez classique, hein, les passages de front froid. On a une évolution du vent à droite. On a une évolution des isobars. Vous voyez bien ce qu'on appelle une cassure isobarique ici, avec ce vent qui passe de l'ouest au nord-ouest globalement. Quand on regarde une carte isobarique, autrefois, on calculait l'intensité du vent en fonction des isobars. Aujourd'hui, on ne s'embête plus trop avec ça parce qu'on a des champs de vent qui sont beaucoup plus précis. Donc, l'intérêt aujourd'hui de regarder une carte isobarique, c'est de regarder globalement quelle est la masse d'air. Ici, on a une masse d'air dépressionnaire. De regarder globalement la force et la direction, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc là, on sait qu'on a un ouest passant nord-ouest fort, on va dire, hein, parce que c'est impossible quand même. Après, on ira voir si on a une carte de champ de vent un peu plus de détail. Ça, c'est le calque du vent moyen. Ensuite, l'intérêt des cartes isobariques, plus que les calques du vent moyen, c'est le calque des fronts qui se rajoutent sur le calque du vent moyen. Les calques des fronts, c'est ce qu'on voit là. Hein. Donc là, on a un front occlus, un front chaud en rouge, suivi d'un front franc en bleu. Ça, c'est le sujet du cours de cette semaine. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà commencé à regarder le cours de cette semaine, mais il y a plus de détails sur ces différents fronts. Si on regarde une carte anglaise, on va retrouver en général le calque des isobars assez sensible, assez similaire. Donc, il faut qu'on mette la même heure pour que ça ait du sens. Voilà, on retrouve pareil, une dépression au même endroit, anticyclone au même endroit. Par contre, les fronts sont encore aujourd'hui dessinés à la main par les météorologues. Et là, alors les isobars sont souvent des sorties numériques hein, de modèles. Et les fronts sont décidés par les météorologues en fonction de la nébulosité, de la température, de l'humidité. Là, vous voyez par exemple, le météorologue anglais, il a dessiné un front occlus, alors que suivi d'un front froid. Et le météorologue français, vous avez vu, il a mis un front chaud suivi d'un front froid. Donc, ça vous montre que ce n'est pas toujours très simple et qu'il peut y avoir des nuances d'une météo à l'autre. Par contre, ce qu'on est sûr quand même, c'est que derrière, là, il y a un front froid et c'est l'élément sur lequel il faut faire le plus attention, le plus vigilant, parce que c'est de l'instabilité, un changement de direction du vent, donc du coup des mers croisées et souvent du vent fort. Alors, donc ça en général, c'est l'intérêt des cartes isobariques. Ensuite, ça vaut vraiment le coup d'aller voir des champs de vent. Donc, des champs de vent, on pourrait retrouver sur Windy, par exemple. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Sur Windy, alors je vous conseille toujours de cliquer la pression en bas à droite, là, ce qui permet vraiment de se repérer justement dans les centres d'action. Donc là, on retrouve le calque des isobars, un peu de la même façon, avec l'anticyclone ici, la dépression ici. Par contre, effectivement, et alors, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus précis, parce qu'il suffit que je clique, encore une fois, on est très chauvin, on va cliquer chez nous, hein,
et on a la direction et l'intensité de façon beaucoup plus précise. Donc, je dirais que c'est plus intéressant qu'une carte isobarique. Et puis, on peut se déplacer facilement pour voir ce qui arrive, est-ce qu'il y a plus de vent, comment le vent tourne, etc. Par contre, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que là, on ne voit pas les fronts qui sont dessinés, et on voit dans le cours de cette semaine que les fronts, c'est quand même très important, hein, parce que pour la même intensité de vent moyen, par exemple, si on a 20 nœuds de vent moyen dans un front chaud, c'est 20 nœuds rafale à 30 nœuds, par exemple, alors que 20 nœuds de vent moyen dans un front froid, ça va être rafale à 40 nœuds. Donc, c'est quand même très important de savoir dans quelle masse d'air on est pour la nébulosité et puis pour l'irrégularité du vent. Alors, comment on se débrouille avec ça? Eh bien, il y a plusieurs façons. Déjà, dès qu'on repère une cassure isobarique ici, vous voyez, le vent change de direction rapidement, eh bien, on peut se dire ici, il y a un Talweg. Il me semble qu'on a vu ça dans le cours, hein, vous allez le voir cette semaine, je ne me souviens plus. C'est cette semaine ou la semaine dernière. En fait, dès qu'on a une excroissance, finalement, dans une dépression, on parle de Talweg. J'ai envie de dire, à la limite, peu importe le terme, il faut voir, c'est que dès qu'il y a une cassure isobarique, notamment dans une dépression, en général, il y a un front froid qui est logé dedans. Parce que ça va de pair. C'est justement cet affrontement de masse d'air qui crée le Talweg, et le Talweg qui renforce l'affrontement de masse d'air. Donc souvent, ça va de pair. Donc là, on peut imaginer, presque dessiner un front froid dans cette cassure isobarique. Ça, c'est le premier temps. La deuxième façon de le voir, c'est que, vous allez le voir dans le cours cette semaine, dans un front froid, c'est caractérisé par une pluie intense. Et donc, il y a une bonne façon de le voir ici, c'est de mettre le calque de pluie. Et là, vous voyez, on voit ça va, vous voyez en partage d'écran, je ne me rends pas compte de la définition. Ouais. Ouais. Et donc là, vous voyez bien toute la zone de pluie là, qui est logée dans cette cassure isobarique là, avec en manche un peu plus de pluie d'ailleurs, et un peu chez nous. Et donc là, quand on a ça, on se dit, ah voilà, c'est sûr, il y a un front froid qui est logé dans le Talweg, attention, ça va être instable. Un autre moyen, mais qui est plus difficile de voir, c'est de regarder la température. On sait qu'un front froid, c'est de l'air froid qui arrive derrière de l'air chaud. Alors, la température, en général, on ne la regarde pas trop en surface parce que le problème de la température vraiment collée au sol, c'est qu'elle va être trop dépendante de la terre et de la mer. Donc, en général, on regarde la température à 1500 mètres. Donc là, je la monte un peu à 850 hectopascales, 1500 mètres, voilà, elle est là. Et là, regardez, on voit cet air froid là vraiment qui descend d'Islande. Donc c'est vraiment de l'air très froid et qui va arriver chez nous. Donc le front froid chez nous, il est arrivé vers 16 h à peu près, 15-16 h. Voilà, je vais mettre là. Alors attendez, 16 h, voilà. Alors, je vais zoomer un tout petit peu. Regardez là, la température, elle est à 7 degrés. Le front froid derrière, à Brest, donc à Quiberon, on est à 7 degrés. À Ouessant, on est à 3 degrés. Donc 4 degrés quand même en peu de distance. Bon, et puis si on monte en haut, on est à moins 2 degrés. Donc vous voyez, on a vraiment de l'air très froid qui arrive. Si je mets un peu plus tard, donc on était à 7 degrés en début d'après-midi. Voilà. Et j'ai mis 20 h, mais je pense que j'aurais pu mettre 19 h, c'était pareil. On passe à 3 degrés, c'est-à-dire qu'on perd 4 degrés en quelques heures à peine, quoi, hein. Peut-être même en moins d'une heure, hein, je n'ai pas regardé exactement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi caractéristique du front froid. Et en réalité, c'est comme ça que fait, alors de façon un peu plus complexe, hein, mais c'est notamment ces éléments que prennent les météorologues pour tracer les fronts froids sur une carte. La journée d'aujourd'hui, elle est intéressante, hein. Je vous la montre un peu en image. Donc ça, c'est le front qui arrive. Ça, c'était les prévisions de ce matin. L'autre élément aussi pour anticiper les fronts froids, dès qu'on voit que en direction du vent, il y a un changement brutal, net, comme ça, bien là, on peut dire attention, méfiance, il y a probablement un front froid. Là, on passe de l'ouest au nord-ouest, donc c'est très vite, en moins d'une heure. On a aussi
des rafales importantes. Donc ça, c'est vraiment caractéristique du front froid. Alors, les prévies, elles vont d'heure en heure. Le front froid, il va passer en 20 minutes. Ça veut dire que là, entre les deux, on peut très bien avoir des rafales plus importantes que ce qui est annoncé. D'accord ? Il faut toujours se méfier des passages de front froid. Donc ça, c'était les prévies pluie. Je vous montre une photo du ciel à 11h30. Donc là, on était dans le front chaud. Il pleuvait, on ne voyait rien, mauvaise visibilité. Le ciel complètement straté. Et puis, petit à petit, ça s'est dégagé un petit peu. Là, je ne sais pas si vous voyez sur la carte. Et normalement, j'ai pris une photo. Ah zut, je ne l'ai pas mise. Du ciel. Ah, attendez, il faut que je la retrouve. Du ciel qui se dégage. Je vais la retrouver. Après le front froid, on a le ciel qui se dégage momentanément. Et puis après, on a un ciel un peu chargé, mais qui n'est pas straté. Alors, image, c'est là. Là. Petite question sur la photo qui est juste là. Le front froid, il passe de la Gironde jusque vers le Luxembourg, ou alors est-ce qu'il est beaucoup plus haut, par exemple au niveau de l'estuaire de la Loire, et puis remontant jusque pratiquement Lille? Ah oui, alors il est très grand, hein. Regardez. Hein. Voilà. Donc là, ça c'est la prévision pour cette nuit. Mais regardez à midi, voilà, il va effectivement de la Scandinavie jusqu'à la Bretagne. Hein. Et un front froid, c'est très large ou c'est vraiment une zone de 10 km maximum? Voilà, alors ça, effectivement, c'est important. C'est pas si large que ça. Hein. Là, c'est la bande pluvieuse qui était prévue. Le front froid, il est à l'avant ou à l'arrière de la bande pluvieuse? Alors, le front froid, c'est la bande pluvieuse. C'est la bande pluvieuse, d'accord. Voilà. Et si on regarde la réalité, c'était ça. La prévision en pluie, donc c'était ça. Et la réalité qu'on voit avec la carte radar, hein, la carte radar, c'est eux qui réfléchit à l'humidité. Finalement, il était pas si épais que ça, j'ai envie de dire, chez nous, quoi. Mais vous voyez, c'est pas très, c'est pas très large. Hein. C'est la différence avec le front chaud, où le front chaud, ça peut passer en plusieurs heures, alors que le front froid, regardez l'enregistrement à la TNews cet après-midi, en bleu, vous avez la direction du vent. Là, on a un pas de temps toutes les 10 minutes. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à 15h15, on a un vent qui est au 2,80. Voilà, au 280, donc sud-ouest. Et non, ouest, pardon, excusez-moi, 280, donc ouest. Et qui passe au 340 en moins de 10 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'il fait plus 60 degrés, imaginez, plus 60 degrés en moins de 10 minutes. Donc, voilà, le passage, il est vraiment très, très rapide. Et avec le vent qui forcit au moment du passage, et puis après qui baisse un peu parce que les isobars s'écartent. Mais donc, effectivement, hein, le passage du front froid, hein, c'est assez rapide. Regardez là, on est en ouest à la TNews, pour ceux qui connaissent un peu le Morbihan, et au même moment, on passe en nord-est à Lorient. En nord-ouest, pardon, à Lorient. C'est vraiment rapide. Voilà, alors écoutez, je ne le retrouve pas. J'avais pris une photo pour vous cet après-midi. Je voulais vous la montrer. Mais je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, c'est pas grave. En gros, on voyait le ciel qui s'ouvre. Hein, on passait de ce ciel straté complètement pluvieux au ciel qui se déchire en quelque sorte. Et voilà, et on commençait à voir les éclaircies ici juste après le passage au nord-ouest. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, oui. On est là pour Oui. ça. Alors,
C'est vrai que c'est vrai que j'ai découvert la mécanique des fronts, tout ça, tout ça. Euh, et c'est vrai qu'au début on disait voilà il y a les dépressions, les anticyclones. Euh, qu'est-ce qui est vraiment plus important en fait quand on consulte les cartes? Est-ce qu'il faut plus s'intéresser aux dépressions ou chercher les fronts dans la lecture des cartes? Qu'est-ce qui parce que souvent on dit ouais l'anticyclone, la dépression, on navigue enfin, autour de la dépression, d'anticyclone, mais plus on avance, plus on se rend compte qu'avec les fronts c'est quand même aussi important, quoi. Enfin, je ne sais pas dans quel ordre de priorité. Oui, la question, elle est importante, hein. Ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les dépressions qui font je dirais, la vie de la météo. Les éléments dynamiques, ce sont les dépressions. Donc, on dit toujours, quand on regarde une carte, il faut regarder d'abord les centres d'action. Centre d'action, c'est anticyclone et dépression. Mais vraiment, les moteurs, le cœur du réacteur, ce sont les dépressions. Donc, il faut regarder où sont les dépressions et comment elles se déplacent. À notre niveau, honnêtement, on ne sait pas du tout comment elles se déplacent. Il faut regarder les prévis des cartes isobariques futures. Parce que c'est très compliqué, ça se passe en 3D. Donc, ça, les modèles calculent ça pour nous, beaucoup mieux que nous. Et donc, on regarde comment les dépressions se déplacent. Et c'est vraiment l'élément moteur. Donc, première chose, c'est bien identifier est-ce qu'on est en situation anticyclonique ou dépressionnaire. Ensuite, quand on est en situation dépressionnaire, là, c'est indispensable d'identifier à quel moment la perturbation se situe. Est-ce qu'on est avant un front chaud, dans le front chaud, dans le secteur chaud, dans le front froid? C'est pas long, mais c'est un moment qui est quand même pas facile à vivre. Ou est-ce qu'on est derrière dans le ciel de traîne? Et ça, c'est vraiment très important d'identifier à quel moment on est. Mais normalement, le ciel de traîne, enfin, dites-moi si je me trompe, mais logiquement, on va dire en temps normal, il est à l'opposé de l'anticyclone, puisqu'il se recharge avec l'anticyclone, et ensuite, enfin, non, je sais pas. Le ciel de traîne, il se situe derrière le front froid. C'est la masse d'air froide, en fait, qui est derrière. Alors, je regarde, est-ce qu'on peut pouvoir le mettre là? Si je mets une carte. Ah oui. On est bien d'accord quand l'humidité il se recharge avec l'anticyclone, Pourquoi il se recharge avec l'anticyclone? Je ne comprends pas. puisque l'air froid descend et en fait la dépression, c'est la frontière entre l'anticyclone et la dépression. Non, enfin, je sais pas. Je pensais ça en fait. Ah oui, non, surtout le ciel de traîne, c'est la masse d'air froide qui arrive et qui alimente la dépression. Donc, qui n'est pas forcément liée. Alors, évidemment, tout est lié, hein, mais la masse d'air froide, elle est quand même, elle fait partie de la dépression, hein. Et plus elle est froide, et d'ailleurs, ce qui était intéressant dans la situation du jour, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voit l'air froid qui descend de l'Islande. Donc là, on se doute que c'est de l'air très froid. Et donc, forcément, alors, je ne retrouve plus ma photo, mais on avait des beaux cumulonimbus dans le ciel cet après-midi, parce que justement, on a une masse d'air très froide et donc avec des forts contrastes de température. Et c'est là où ça fait des ciels de traîne actifs, avec des grains qui passent, des cumulonimbus. Et c'est ça qu'il faut surveiller, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il faut se dire pour regarder un peu Moi, j'aime bien la question d'où vient le vent, quelle est son histoire, l'histoire du vent. Si le vent il vient des Açores, on se doute que ça ne va pas être le même vent qu'un vent qui vient d'Islande. Un vent qui vient d'Islande, sans être météorologue, on se doute qu'il est très froid. Et il faut se dire, dès qu'il y a un contraste de température, dès que c'est froid, il faut avoir un petit warning dans la tête, c'est-à-dire méfiance, ça va donner de l'air instable et un vent irrégulier. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. J'avais une autre question parce que tout à l'heure, tu disais que le front froid, il était très rapide à arriver. Enfin, que ça pouvait être très rapide en 10 minutes, un changement assez radical. Et tu avais commencé une phrase en disant tandis que le front chaud, mais tu n'as pas développé. Ah oui, le front chaud, ça peut être beaucoup plus long. Alors, en fait, ça dépend de la taille de la perturbation en réalité, hein. Un front chaud, ça peut être 3 heures, 6 heures, 12 heures. Alors, est-ce que j'ai des photos? Je regarde là. Il y a des liens dans le cours. Je peux faire un petit partage d'écran. Vous savez, qui renvoie vers le blog. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous savez, qui renvoie vers le blog. 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 Vous savez, qui ren
Et donc, il y a plusieurs. Alors, je vais vous montrer quand même le blog. Il est où? Il est là. Tac. Donc, vous avez le lien hein, dans la médiathèque, je crois. Le blog où, en fait, c'est des débriefs hein, qu'on fait à l'école. Et quand on a un peu de temps, on les poste. Ils sont classés par mots-clés. Vous pouvez cliquer front froid. Et puis, vous allez voir différents fronts froids. Là, par exemple, pareil, une rotation très rapide. Et donc, il y en a un qui est intéressant, notamment celui-là. Voilà. Donc là, on a le front chaud qui arrive. Vous voyez, ici, c'est la trace au sol du front chaud en rouge. Hein. Mais en réalité, si on regarde la carte satellite, le front chaud, il prend tout ça là. Donc, c'est quand même une étendue qui est assez importante. Et pendant tout ce temps-là, on a le ciel qui est c'est de l'air straté, hein, mais de plus en plus dense. On a d'abord les cirrostratus, altostratus, nimbostratus, stratus, tout ce ciel-là qui est de plus en plus dense. Et progressivement, le vent qui va forcir, parce qu'on voit que les isobars se resserrent, et aussi le vent qui va passer suivant l'orientation sud-ouest, ouest. Donc, si je vous montre les nuages, on voit ici, par exemple, c'est intéressant, on voit que les petits cumulus, qui sont des résidus de la veille, là, progressivement, justement, ils se stratifient. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien en partage d'écran, mais le matin, on avait une masse d'air un peu cumuliforme. Par contre, on a un voile en altitude, c'est une photo à 11 heures. À 12h30, vous voyez que le voile se densifie en altitude. Les petits cumulus sont de moins en moins épais. Et puis finalement, l'après-midi, on a un ciel complètement straté. Et ça, c'est typique de l'arrivée d'un front chaud, avec un vent qui est plutôt régulier. Par contre, quand le front froid arrive, là, c'est beaucoup plus rapide. Derrière le front froid, on a ces fameux cumulus, voire cumulonimbus, hein, avec un grand ciel bleu, et puis dans ce ciel bleu, une succession de grains et de nuages, et puis avec un vent qui est beaucoup plus irrégulier. Et comme on l'a vu, ça peut passer beaucoup plus vite. Ça va, j'ai répondu à la question Oui, merci. Alors, par contre, sur la taille exacte du front chaud, ça dépend vraiment des perturbations, quoi. Évidemment, plus les perturbations sont importantes, plus on va avoir des fronts chauds importants. Parfois, il y a des grosses perturbations, hein, des espèces de toiles d'araignée là, qui font toute l'Atlantique. Bon, c'est sûr que là, le front chaud, il va durer. Alors, parfois, elles sont petites. Ça dépend vraiment de la taille de la perturbation. Ça va? Ouais. Et sinon, les fronts viennent toujours de la même direction, toujours à la même latitude, type au-dessus de l'anticyclone des Açores, ou ça peut changer? Ah, est-ce que la trajectoire des perturbations peut changer? C'est ça Ouais. la question? Ouais. Ben oui, est-ce qu'elles viennent toujours de la même, enfin, Oui, alors, oui et non. C'est-à-dire que globalement, chez nous, les perturbations, elles naissent dans l'Atlantique, parce que vous avez vu dans le cours, il y a des situations très propices dans l'Atlantique sous nos latitudes, parce qu'il y a des affrontements d'air chaud et d'air froid, notamment entre le courant du Labrador et du Gulf Stream. Donc là, c'est parfait parce qu'on a un très bon affrontement de masse d'air qui est combiné avec ce qui se passe en haute altitude avec les gros courants de jet. Donc là, je dirais qu'il y a tout pour que la mayonnaise prenne. Donc, en général, les dépressions, elles naissent à cet endroit-là. Et puis, elles sont poussées, elles sont dans la circulation générale et elles arrivent chez nous. Mais on peut avoir des dépressions qui naissent dans le golfe de Gascogne, ce n'est pas interdit. Dès lors qu'il y a tous ces ingrédients, ça peut marcher. Donc, globalement, les dépressions vont d'ouest en est. Elles sont guidées par les courants de jet en altitude. Mais parfois, elles peuvent avoir des trajectoires un peu plus nord ou un peu plus sud. Et là, il faut vraiment regarder ce que prévoient les modèles. Ça va, vous avez d'autres questions?
C'est typique de la dépression qui nous touche aujourd'hui, puisqu'en fait, elle était sur le Groenland il y a 2 jours, passée sur l'Islande hier, et puis aujourd'hui, elle est au sud-est de l'Écosse. Donc, et puis elle descend finalement. Voilà. Ouais, tout à fait. Que normalement, on a plus tendance à les imaginer plutôt allant d'ouest en est directement, alors que là, elle vient du nord-ouest et vraiment du nord-nord-ouest vers le sud-est. Voilà. Parce que là, il y a un gros anticyclone, vous avez vu, hein, sur l'Atlantique. Oui. Et c'est celui-là qui protège finalement, en fait. Voilà, qui nous protège un petit peu. Empêche tout à fait. Ouais. Et comment l'anticyclone peut protéger, enfin... C'est une masse d'air froide, lourde. Oui, d'accord. Donc, ça crée un petit écran. Mais encore que ce que je vous dis là, c'est assez controversé par les météorologues. En réalité, ce qui fait vraiment la trajectoire des dépressions, c'est ce qui se passe en altitude. Et c'est comment ils sont alimentés par les jets. Alors, on pourrait regarder. Les jet streams, on les a à peu près. Alors, je vais partager l'écran à 300 hectopascales. Alors, où est-ce que je partage mon écran là? Je ne l'ai plus. Partager l'écran. Voilà. Tac. Voilà, vous voyez mon écran là. Donc là, j'ai monté, hein, j'ai mis à 9 mm à 300 hectopascales le vent pour avoir une idée des jet streams. Donc, vous voyez, c'est des vents très puissants qui sont en blanc-jaune. On est à 140 nœuds là. Et c'est vraiment. Donc, ça fait souvent des espèces de sinusoïdes comme ça. C'est vraiment eux qui alimentent les dépressions. Et là, vous voyez qu'effectivement, le jet, il est presque nord-sud, quoi. Et c'est vraiment lui qui a accompagné la dépression qui vient jusqu'à chez nous en passant par Groenland, Islande et les îles britanniques. Voilà, j'ai envie de dire à notre niveau, ça c'est de la curiosité pour comprendre ce qui se passe. Nous, à notre niveau, il faut vraiment redescendre en surface et puis regarder progressivement comment bougent les centres d'action et comment les modèles voient leur évolution. D'accord. Ça va? Nous, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre globalement les prévisions pour pouvoir faire le lien avec ce qu'on observe sur l'eau. C'est vraiment, en tant que navigant, c'est ça qui est important. Du coup, bon, on n'a pas forcément, si on est météorologue, c'est mieux, bien sûr, mais on n'a pas forcément besoin d'être météorologue. Ce qu'il faut surtout, c'est être capable d'observer et de comprendre ce qu'on observe. Comprendre pourquoi, cet après-midi, par exemple, petit à petit, ce matin, le plafond qui a baissé, la brune qui s'est mise en route. Là, si je suis sur l'eau, il faut que je me dise, oulala, attention, c'est un front chaud qui arrive. S'il y a un front chaud, probablement derrière, il va y avoir un front froid. Donc, il faut que j'anticipe. C'est surtout ça, en fait, les réflexes à avoir, quoi. Et donc, ça impose un minimum de compréhension des grands phénomènes, ce qu'on essaye d'expliquer là dans le cours, mais surtout faire le lien avec ce que j'observe. C'est notamment l'exercice de l'atelier de la 2e semaine, où on vous demande justement, l'idéal, c'est de ne pas regarder la carte isobarique, mais d'abord regarder le ciel, et en fonction du ciel, du vent, de la nébulosité, imaginer une carte isobarique. Alors, ce n'est pas simple, mais en fait, on peut déjà avoir une bonne idée. Et c'est ces petits exercices-là, plus on le fait souvent, plus on va être capable de faire le lien entre l'observation et les prévisions, et de façon à être le plus autonome possible quand on est sur l'eau après. Il y a 30 secondes, tu as dit, derrière un front chaud, probablement, il va y avoir un front froid. Ça veut dire que ce n'est pas sûr, il n'y a pas systématiquement un front froid derrière un front chaud? Alors, dans la perturbation, si, il y a un front chaud, front froid, sauf que une fois que la perturbation est née, je ne sais pas si vous avez vu dans le cours, mais chaque front peut vivre un peu sa vie. C'est-à-dire que le front froid peut descendre un peu plus sud et ils peuvent s'écarter un peu comme ça. Et comme on ne va quand même pas très vite avec nos bateaux, on peut vivre un front chaud sans vivre forcément le front froid, ou l'inverse, vivre que le front froid et on n'a pas vécu le front chaud.
suivant comment se positionne la perturbation, comment elle évolue, et suivant moi aussi où je suis. Il faut être un peu maso pour suivre que le front froid. Ouais. C'est sûr que le front froid, il faut l'anticiper. Hein. Alors, il y a certains fronts froids, bon, il y a des rafales à 30 nœuds, on peut se sentir. Mais globalement, c'est quand même des choses à éviter. À cause des rafales, de l'état de la mer, globalement, il vaut mieux éviter. Ça va? C'est le module le plus dense, hein, le deuxième. Hein. C'est infini, hein, ces histoires de front chaud, front froid, les perturbations. Vous ne perdez pas. On essaie de faire le plus simple possible. Retenez les grandes idées dans un premier temps. Et puis surtout, essayez de vite faire le lien entre... Là, en plus, c'est une super semaine parce qu'on en a plein. Faire le lien entre les ciels des dépressions qui passent. Ça va? On arrête là ou vous avez d'autres questions? C'est pas mal. Je ne vais pas vous faire des insomnies. Hein. Alors, une question, c'est-à-dire que, imaginons que nous n'avons pas vraiment enfin, nous sommes partis, nous n'avons pas la carte, et bon, c'est vrai qu'on a repéré la ligne du front froid. Est-ce qu'on peut y échapper ou quelle attitude adopter? Quelle attitude on peut adopter quand on est voilà, un peu loin d'un abri? Voilà. Alors, il faut voir comment il se déplace. Hein. Ça, c'est la première chose. Après, on peut partir en fuite devant. Hein. Et sinon, il faut le traverser. Et là, il faut préparer son bateau. Souvent, en réalité, c'est plus l'état de la mer hein, qui va être dangereux. Oui, d'accord. Que le vent. Hein. Okay. Donc là, il faut adapter son bateau, réduire un peu, mais garder un peu de toile pour passer la mer quand même. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a quand même énormément de moyens d'anticipation, de prévision météo. Il faut vraiment prendre la météo avant de partir. D'accord. C'est quand même dommage de ne pas le faire avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Bien sûr. Ça va? Oui. N'hésitez pas à poser des questions dans les forums. Hein. On essaiera de vous répondre. Ne restez pas bloqués surtout. Et puis, de toute façon, lundi prochain, pareil, on fait un petit point. Si vous voulez poser des questions de vive voix, n'hésitez pas non plus. Et puis, bonne formation, bonne continuation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne nuit. Ouais. Ouais. Bonne soirée à tous. Bonne semaine. Au revoir. Bien.